L'embarras du choix, partie 1, chapitre 12. Et pourtant, Emma ne sait pas tout. Emma ne sait pas que Julien a des doutes. Emma ne sait pas qu'il la surveille subtilement. Elle ne voit rien dans sa bulle d'euphorie. Un lundi qu'elle le croit parti au travail, comme tous les lundis, il se faufile dans leur appartement pendant qu'elle emmène Lison à l'école. Il a pris sa journée exprès sur la table. L'ordinateur portable est allumé et connecté à une boîte mail qu'il ne connaît pas. Des dizaines, des centaines de mails avec un seul et unique expéditeur et destinataire. Son charmant voisin. Les intitulés des messages ne laissent aucun doute sur la nature de leur relation. Il en ouvre quelques-uns. Sa vue se trouble. Il en a la nausée. Son monde s'écroule. Il va se cacher dans la chambre de sa fille, pleure en silence, en attendant Emma. Il ne sait pas ce qu'il va lui dire, ni comment il est comme en train de tromper dans un trou noir de plusieurs kilomètres. Emma revient, se met à fredonner. Julien écoute, souffre plus encore au son de la joie de sa femme. Il vit une double qui le déchire et le brûle. Que faire? Sortir de sa cachette en lui asséant un théâtral. Emma, je sais tout. Ou bien attendre la suite. L'arrivée de Bertrand. Il ne sait pas s'il aura la force, mais il préfère les prendre sur le fait. Contact, mais de débat. Pas de défense possible. Il l'entend qui s'affaire dans la salle de bain. Il enrage, en tombe, en tremble. Puis, des pas dans le couloir, elle se dirige vers la sortie. Pimpante. Naïve et ignorante. Les deux amants sont en pleine action. Julien leur a laissé suffisamment de temps pour les préliminaires, même s'ils ne savaient pas trop combien de minutes il leur fallait. Il s'est glissé dans l'appartement de Bertrand jusqu'à sa chambre et les contemple en silence. Scène presque classique d'un film sur l'adultère. Julien est dans le film, mais c'est sa vie qui se joue. Il ne bouge pas, regarde froidement la scène sous ses yeux, comme un cauchemar vivant. Tout à leur affaire, les deux traîtres ne l'ont pas entendu. Lui les entend parfaitement. Râle, soupire.
gémissement. Il constate qu'Emma n'est pas la même qu'avant. Lui, il ne la reconnaît pas vraiment. Sa rage est sourde. Quand et comment faire? Contacter sa présence. Après réflexion, il préfère ne pas attendre leur orgasme, pour peu qu'il devienne un plaisir surdimensionné chez sa femme, comparé à celui qu'il lui donne avec application. Ce serait la goutte d'eau et il ne veut pas leur faire ce cadeau. Doit-il émettre un tout sautement? Parler, mais dire quoi? Son pardon de vous déranger est un peu ridicule, mais c'est juste ce qui est sorti de sa bouche. Ils sont stoppés net dans leur élan, s'immobilisent, se tournent vers la voie. Emma se décompose. Bertrand se fige. Julien s'en va. Agitation dans la chambre. Elle ne peut rien dire. Les mots s'étranglent. Elle se rhabille en tremblant. Sous les yeux incrédules de Bertrand, qui contemple en silence ce fatas. Elle quitte la chambre et l'appartement sans un mot, elle s'assoit sur le canapé de son salon. Penaud, comme une petite fille qui a fait une grosse bêtise. Que dire? Pardon est trop facile et déplacé. Lui ne dit rien non plus. Il est appuyé contre le plan de travail de la cuisine, les yeux vers le plafond, pâle et glacé. Pourquoi demande-t-il succinctement, le regard sur elle? Emma réfléchit aux mots qu'elle va employer, prend une inspiration. Je ne sais pas. C'est arrivé, c'est tout. Tu plaisantes? Il n'y a jamais de hasard dans ces choses-là. Alors, explique-moi. Il me plaisait et je lui plaisais. Et voilà. Quel joli résumé de la situation. Et quel simplisme égourante. Heureusement que je ne couche pas avec toutes les femmes que je trouve jolies. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Quelques semaines. Oui, quelques mois. Tu pourrais dire qu'est-ce que tu en sais? J'ai vu vos mails tout à l'heure. Bel échange. Tu me dégoûtes. Il quitte la pièce, puis l'appartement, en claquant la porte. Emma reste prostrée sur le canapé, les yeux hagards. Est-ce fini? Elle ne sait pas, elle ne sait plus rien.
Il est 10h14 et c'est la fin de quelque chose. De quoi exactement? Il faudra attendre pour le savoir. Gilles, père du marié, 58 ans. Il faut savoir se faire plaisir. Ce sont mes enfants qui me le disent. Ah, cette jeune, toujours à dépenser tout prétexte de profiter de la vie. Et puis, Louise, qui m'accuse toujours d'être rapia. C'est vrai que cette fois, je suis prêt à commettre une folie. Enfin, de là à poser un bon pour accord en bas du devis accompagné de ma signature. Il y a un pas que je n'ai pas encore su franchir. Ça fait une semaine que ça me trotte dans la tête, malgré les préparatifs du mariage. C'est vrai il est beau, confortable et qu'il est parfaitement coordonné avec notre intérieur. Mais quand même, est-ce bien raisonnable un tel prix pour un canapé? Je ne cesse de me poser la question. Ne devrons-nous pas en prendre un moins cher? J'hésite entre la folie et la raison. C'est toujours la raison qui l'a emporté dans ma vie. C'est vrai et j'assume. Je ne suis pas du genre à m'emballer. En plus, ce mariage a grévé quelque peu notre budget. Alors, bon, il faut bien tout peser. Ce canapé, cette forge, c'est fort joli. N'est-il pas indépendant